Avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est député du Nord, député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui est aussi membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Sonia Mabrouk. On nage en plein brouillard britannique après le rejet de l'accord sur le Brexit. Quelle piste est selon vous la plus plausible désormais? Un Brexit sans accord peut-être, voté ce soir, ou peut-être même un nouveau référendum bientôt? Moi je défends la souveraineté populaire en toute hypothèse. Et donc quand le peuple prend une décision sur de grandes questions, que l'on soit d'accord ou pas avec sa décision, il faut pouvoir l'appliquer. Et je crois que le Brexit doit être analysé, non pas comme un dommage collatéral, mais comme un symptôme profond de la dislocation qui est en cours de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron commente le Brexit comme s'il n'y avait pas de cause profonde. La réalité, selon moi, c'est que l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, dans le cadre particulier de ces traités qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale, qui poussent tout le monde à la compétition généralisée, cette Union européenne-là, cette construction particulière de l'Europe, est en train de rendre l'Europe détestable aux yeux des peuples. Et donc, quand les peuples sont interrogés, eh bien, ils la rejettent. Certes, mais est-ce qu'il y a matière vraiment là, Adrien Quatennens, à critiquer le comportement de l'Union européenne et de la Commission qui souhaite un divorce ordonné, tout simplement, mais un divorce? Non, mais vous voyez bien qu'il y a là-dedans, notamment Monsieur Juncker, qui essaye sans cesse de revenir à la charge pour dire, voilà, il n'y a pas de choix démocratique possible contre les traités européens. Je crois que si, parce que si vous voulez, on peut traiter le Brexit comme un épiphénomène, mais moi je vous le dis, le risque derrière, c'est que si on continue dans cette trajectoire-là, avec ce cadre particulier de traité qu'empêche l'harmonisation sociale et fiscale, et qui produisent finalement les conséquences que l'on voit partout sur le continent, vous allez avoir une multiplication de ce type de rejet. Ça ne va pas être uniquement le Brexit, ça risque de se multiplier à travers tout le continent. En toute hypothèse, si l'on continue dans la même trajectoire, la dislocation de l'Union européenne est annoncée. Vous avez l'impression qu'il y a des citoyens qui veulent aujourd'hui un Frexit, un Italixit. Vous voyez ça aujourd'hui chez les citoyens européens? Vous êtes assez bien placé pour voir que partout sur le continent, vous avez la montée de l'extrême droite, vous avez des replis nationalistes. Et ces replis nationalistes, Emmanuel Macron les traite comme dans un duel entre les progressistes dont il se parle lui-même et les nationalistes d'autre part. Moi je dis attention, ceux qui vous chantent aujourd'hui les louanges du progressisme sont en fait des libéraux au sens large, où Emmanuel Macron est partie prenante. Et pour moi, ce sont ces politiques libérales, contraintes et forcées dans le cadre de ces traités, qui empêchent de mener une autre politique, qui font que derrière, eh bien, il y a ces replis et cette tentation du repli. Et donc, nous alertons, il est urgent de faire autre chose. Parce qu'à l'échelle du continent, nous avons des choses extrêmement enthousiasmantes à faire. Nous avons des défis considérables. J'en prends qu'un, le défi climatique. Et le cadre particulier de ces traités ne permet pas de solder le défi climatique. Mais vous, Adrien Quatennens, vous avez cette fameuse baguette magique qui va nous faire sortir des traités européens quand tout le monde n'est pas d'accord? La question, justement, et de faire en sorte de réussir à mettre tout le monde autour de la table. On tape du poing sur la table, on crie plus fort que les autres? Mais regardez aujourd'hui sur un tas de sujets, on voit le gouvernement actuel pleurer à chaudes larmes de crocodile. Je prends un exemple, la taxation des GAFA. Vous voyez bien que notre ministre est à la peine parce qu'il a du mal à faire harmoniser la position. C'est le cadre particulier de ces traités qu'il faut mettre en cause, parce que personne n'a intérêt à continuer dans cette logique qui fait que c'est toujours le moins-disant social et environnemental qui l'emporte, ce qui fait qu'on est en retard sur à peu près tous les grands sujets sur lesquels on devrait s'employer à mettre toute notre énergie, et qui surtout fait pointer partout en Europe le péril de l'extrême droite ou des replis nationalistes que l'on voit. Donc, si vous voulez, les plus raisonnables en la matière, c'est bien nous. Il s'agit d'être conséquents. Quand Emmanuel Macron, je peux citer une phrase de la tribune de Jean-Luc Mélenchon. Oui, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Jean-Luc Mélenchon, dans sa tribune, estime qu'Emmanuel Macron est devenu dangereux pour la paix sur le continent. C'est raisonnable? Évidemment, quand Emmanuel Macron s'aligne au moindre tweet sur les délires compulsifs de Donald Trump, nous aligne le plus souvent dans l'atlantisme le plus primaire, ou propose de faire une Europe de la défense qui serait toujours liée à l'OTAN. Proposer l'Europe de la défense. Évidemment, parce que l'Europe de la défense, Sonia Mabrouk, pour se défendre contre quoi? Contre qui? C'est une question qui mérite d'être posée. Il n'y a pas de menaces dans le monde? Lesquelles? Il y a pas de menace. Est-ce qu'il y a besoin pour autant d'une défense à l'échelle européenne, dont on sait bien, y compris quand on voit le projet qui est porté par Emmanuel Macron et par d'autres, qu'en réalité il s'agit éventuellement de se défendre contre une prétendue menace russe dont je vous dis qu'elle n'existe pas, et que ce n'est pas celle-ci qui devrait nous inquiéter de prime abord. Mais Emmanuel Macron, sur la question européenne, dans cette tribune, fait exclusivement ce qu'il sait très bien faire, de la communication et de l'incantation. Vous n'en faites pas, vous, de la communication? Non, moi je suis précis. Attendez, Sonia Mabrouk, très rapidement sur cette question, elle est importante. Sur l'Europe. Si on dit l'Europe qui protège, regardons. Est-ce que l'Europe protège la démocratie quand des peuples votent contre les traités et que leur décision souveraine n'est pas appliquée? Il a dit il faut une Europe qui protège. Oui, donc c'est un projet. Souvent, ils nous chantent l'Europe qui protège. Est-ce que l'Europe protège le climat quand Emmanuel Macron choisit d'appliquer des traités de libre-échange entre l'Union européenne et d'autres pays qui participent du déménagement du monde, qui font que même les accords de la COP21 ne seront pas respectés? Est-ce que, pour terminer, l'Europe protège les droits sociaux quand Emmanuel Macron poursuit le travail détaché, les directives? Si vous avez raison,
raison, comme vous dites. Pourquoi vous restez sous la barre des 10% dans les sondages qui suivent et se ressemblent pour la bataille des européennes? Pourquoi c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui remportent la mise et c'est ce duel qui s'esquisse? Vous avez raison de poser la question parce qu'il nous reste à faire campagne et nous sommes en train de la faire. Nous avons une belle liste qui est emmenée par Manon Aubry, que vous avez connue comme porte-parole d'Oxfam, qui fait un travail considérable notamment sur la fraude et l'évasion fiscale. Une liste qui représente davantage le peuple français que la composition actuelle du Parlement européen. Et surtout, et excusez du peu, mais pour faire campagne c'est mieux, nous avons un programme. Parce que les mêmes qui nous pointaient du doigt en disant vous voulez faire de l'élection européenne un référendum anti-Macron parce que vous ne savez pas parler d'Europe, n'ont toujours pas de programme, alors que nous, oui, un programme précis sur ce qu'il s'agirait de faire pour l'Union européenne. Enfin, je vous pose la question que pour les terminer. gens découvrent votre programme pour que, enfin, vous marquiez des points dans les sondages. Moi, je me souviens... mais ça vous frappe quand même d'être sous la barre des 10%. Je sais que vous allez me dire les sondages, ça passe. On peut toujours, effectivement, quand on regarde en détail la composition des sondages, les relativiser. Mais je ne vais pas me concentrer là-dessus. Je vais vous dire une chose. Nous, on a démarré une campagne présidentielle, vous le savez, à 9%. Et vous savez à combien on l'a terminée? À 20%. Donc, j'ai pas d'inquiétude particulière. Nous menons campagne, porte après porte. Nous faisons des réunions publiques dans tout le pays. Nous essayons, y compris, d'avoir des façons novatrices, parce que c'est notre marque de fabrique, de faire campagne avec nos holovannes, pas pour faire dans le folklore, mais pour aller là où d'autres ne vont plus, avec des formes qui ramènent la politique au peuple. Et j'ai bon espoir que, plutôt que de se dire on va pleurer en regardant un duel pourri entre Monsieur Macron et Madame Le Pen, c'est-à-dire le deuxième tour de la présidentielle rejoué, que nous allons pouvoir convaincre et pourquoi pas gagner ces élections. La fin du grand débat national approche, ce sera ce vendredi. Je ne sais pas si je vais vous poser la question de savoir ce que vous en attendez, parce qu'avant même le début de l'exercice, vous aviez jugé que ce serait un échec. Mais en réalité, c'est Emmanuel Macron qui a tué ce grand débat dans l'œuf. Tout ce qui vient de lui est forcément mauvais pour vous? Non, absolument pas. Non pas tout ce qui vient de lui, mais quand il dit le 31 décembre au soir, on va lancer un grand débat, mais il ne pourra pas changer le cap en profondeur, et que tous ces ministres à grand renfort disent en gros discuter de tout, blablater. Vous voyez quand même toute la logistique que ça a mobilisé, tous les élus qui ont été mobilisés pour ça, même vous les journalistes qui depuis des semaines êtes là à observer des meetings en bras de chemise pendant 6 heures d'Emmanuel Macron. On n'observe pas, on a vu des débats locaux où il y avait des citoyens, il y avait une appétence pour la discussion. Peut-être on peut le regretter, mais ce grand débat est un tout petit rikiki débat, un vrai flop. Regardez sur la plateforme qu'ils ont établie en ligne, il y a 160 000 contributeurs, 0,35% à peu près de l'électorat de ce pays. C'est même pas la base de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc c'est en fait ce qui va apparaître dans quelques semaines. C'est que cette affaire visait simplement à permettre à Emmanuel Macron de gagner du temps, sauf que pendant ce temps, tout le pays en perd. Vous imaginez qu'après des semaines de débats locaux, qu'en pleine crise sociale, qu'avec tant d'attentes suscitées, le président prenne le risque de rajouter de la crise à la crise et ne fasse rien à la sortie de ce grand débat? Cette question, c'est à lui qu'il faut la poser, Sonia Mabrouk, parce qu'à l'heure qu'il est, peut-être que les Français en ont assez des manifestations, mais en attendant qu'ils soient ou non d'accord avec les manifestations, ils sont, et vous le savez, majoritairement d'accord avec les revendications essentielles. Oui, et vous le savez, une écrasante majorité de Français est favorable au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, et vous le savez, une majorité de Français, écrasante celle-là aussi, est pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Et vous avez eu l'occasion de relayer ces chiffres. Donc Emmanuel Macron ne pourra pas s'en sortir avec la logique qui était la sienne, à savoir garder son cap, parce que les revendications portées et soutenues majoritairement sont incompatibles avec le cap qu'il entend maintenir. Dans l'actualité, la question de la privatisation des aéroports de Paris, le gouvernement présente de nombreux garde-fous à cette éventuelle opération. Qu'est-ce qui vous inquiète? Mais vous imaginez qu'en matière d'économie, dans le cadre d'une loi qui vise normalement à mettre l'entreprise au cœur des enjeux du 21e siècle, on n'a pas un mot pour le climat, par contre on privatise à tout bout de champ, c'est la grande braderie. Attendez, tant que l'État conserve le contrôle des frontières, les taxes aéroportuaires et la régulation du trafic, les intérêts stratégiques sont conservés, les bijoux de famille restent en famille. Vous pouvez reprendre à votre compte l'argumentaire de monsieur Bruno Le Maire. Absolument pas, je me suis permis de me renseigner sur les dossiers, ça m'arrive aussi. Ce sont les arguments qu'il vient de nous sortir à l'Assemblée avant que j'arrive ici. La réalité c'est que peut-être des arguments têtus alors. Non, pas du tout. Ce sont des faits. Écoutez-moi, si nous allons à la privatisation d'Aéroports de Paris, ce sera la plus grosse privatisation française jamais réalisée, la 3e mondiale. C'est 8 milliards de manque à gagner, alors que Aéroports de Paris est numéro 1 du secteur actuellement. Et vous avez vu d'ailleurs que, entre les deux lectures de la loi Pacte, l'opinion publique s'en est saisie. Il y a une pétition que j'invite à relayer contre la privatisation d'Aéroports de Paris. C'est un non-sens économique et stratégique, d'autant plus que nous avons des précédents en la matière. Emmanuel Macron a déjà à son compte l'aéroport de Toulouse, avec le résultat qu'on connaît, et surtout, je mets en garde, les autoroutes, dont tout le monde voit bien le fiasco que c'est. À l'Assemblée, merci Adrien Quatennens. Tiens, une dernière question sur tous ces sujets que l'on vient d'aborder. Jean-Luc Mélenchon reste le chef incontesté, le leader incontesté?
Mais Jean-Luc Mélenchon est le principal porte-parole du mouvement. Et vous François avez vu Ruffin est partout, mais bien son évidemment, livre et plein d'autres aussi, Mathilde Panot, notamment sur les questions climatiques. Et j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent à se mobiliser les 15 et 16 mars pour les grandes marches sur le climat. Cette affaire dépasse nos désaccords politiques, bien qu'à l'intérieur et sur la question de comment sur la question de Jean-Luc Mélenchon. Merci Adrien Quatennens. Jean-Luc Mélenchon est à cette heure toujours l'un des principaux porte-parole de la France Insoumise. Merci à vous. Merci.